Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette nouvelle édition, cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous êtes disposés à nous consacrer la prochaine heure, tandis que nous allons revoir ces grands moments qui nous ont rendus fiers comme Haïtiens. Dans un échange que j'ai eu avec l'un de mes auditeurs qui se trouve en République dominicaine, un charmant jeune homme avec qui j'échange assez souvent, après notre conversation, je me suis mis à faire la synthèse de ce qui me rendait fier d'Haïti en grandissant, jusqu'à mon départ de ce merveilleux pays. Et je pense que dans un contexte où le chaos règne, où les jeunes d'aujourd'hui se posent la question, mais pourquoi devrais-je aimer Haïti? Pourquoi nous bassiner l'idée que c'est le plus beau pays, c'est le plus merveilleux des pays? Je pense que dans ce contexte de chaos, j'ai l'obligation morale, en tant qu'aîné, je suis quand même l'aîné d'une certaine génération, de dire, mais voici, ceux qui nous rendaient fiers, nous les quinquagénaires. Et donc l'émission d'aujourd'hui sera à bien des égards un collage de ces grands moments, de ces moments qui nous ont rendus fiers d'être haïtiens dans le sport, qui nous ont rendus fiers d'être haïtiens dans la culture, de ces moments qui nous ont rendus fiers d'être haïtiens dans la politique aussi, oui, bien sûr. Et vers la fin de l'émission, on va se dire, mais si ce pays est tout cela, que représente cette problématique de l'insécurité? Que représente ce défi de l'insécurité pour qu'on ne le relève pas, à moins qu'il n'y ait pas de volonté politique, j'entends, pour
le relever, ce défi. Car pour moi, cette insécurité est plus un défi qu'un problème. Et je vais tenter tout le long de l'émission de tourner cette question d'insécurité sous l'angle du défi. Et nous verrons que nous pouvons le faire avec un minimum de volonté, nous pouvons le faire avec un minimum de vision, nous pouvons le faire avec un minimum d'élévation. La table est mise, ce sera une émission pas comme les autres, mais belle émission, je vous le dis en perspective, du moins je la veux belle. J'espère qu'à la toute fin de la dite émission, vous me donnerez raison, vous me direz oui. Cela aura été une très belle émission. À ce stade-ci, on ne va pas changer nos bonnes habitudes. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Êtes-vous prêts à effectuer ce voyage à travers le temps dans cet Haïti qui nous rendait si fiers? À tout à l'heure, les amis. C'est convenu. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Avant la pause, on s'était promis de se promener dans le temps à travers cet Haïti-là qui nous rendait si fiers en grandissant. Et je vous rappelle le contexte, ces échanges réguliers, fréquents que j'ai avec un jeune, mais d'une autre génération qui comprend les choses différemment et qui me questionne, qui me challenge sur quelques-unes de mes convictions. Lui qui a dû laisser Haïti des suites des attaques répétées de l'un des terroristes là, qui a pris la maison de feu, sa maman, son seul héritage, et qui a donc dû quitter la République dominicaine. Il me questionne souvent sur l'Haïti de mon enfance. Quand je dis que le développement d'Haïti est possible, il me challenge, il me lance ce défi. Et souvent en raccrochant, je me surprends en train de me demander, mais qu'est-ce qui me rend si fier d'Haïti? Qu'est-ce qui me fait croire qu'une nouvelle Haïti est possible? Qu'est-ce qui me fait croire que cet Haïti des ancêtres, l'Haïti dont les ancêtres ont rêvé, l'Haïti que les ancêtres avaient en vue lorsqu'ils ont combattu en novembre 1803, lorsqu'ils ont lancé le bois Caïman en novembre 1791, cet Haïti qu'ils avaient en vue, qu'ils avaient conçu lorsqu'ils ont proclamé à la face de l'univers notre indépendance. Et donc je me surprends souvent à me demander, mais qu'est-ce qui me rendait si fier d'Haïti en grandissant? Et je suis sûr que peu importe votre génération, vous qui vivez sous le choc de cette violence inédite, cette violence
qui est étrangère à notre histoire, cette violence qui est étrangère à notre ADN. Je suis sûr que vous aussi, vous vous posez souvent cette question, mais qu'est-ce qui nous rendait fiers en grandissant dans cet Haïti de la fin des années 60? Pour moi, l'Haïti des décennies 70 et 80. Eh bien, je vais tenter de reconstruire cet Haïti-là. Et à la toute fin, je veux vous convier, je veux vous exhorter à rebâtir, mais ensemble, ce pays. Eh bien, ce qui me rendait fier en grandissant en Haïti, mais c'était le mode de vie. Un mode de vie fondé sur la solidarité, un mode de vie fondé sur la simplicité. Un mode de vie fondé sur le bon voisinage. Vous savez, pour nous, les Africains ou les Afro-descendants, il y a ce proverbe, ce vieil adage qui caractérise la manière dont nous percevons la vie en société. Eh bien, le voici, ce proverbe: il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est avec cette mentalité-là qu'on grandit. Tous les voisins, tous les aînés sont des oncles, ils sont des tantes, on leur doit un respect égal à celui de nos parents. Et eux aussi se perçoivent une certaine responsabilité vis-à-vis de nous. Ils veillent sur nous, en présence ou en absence de nos parents. Cet Haïti qui nous rendait fiers en grandissant, c'est cet Haïti qui cultivait l'autarcie alimentaire, exemple. Moi, en grandissant, tout ce dont je me nourrissais et tout ce qui me nourrissait me venait littéralement soit de notre arrière-cour ou de la paysannerie haïtienne. Et nous étions si fiers de cela. On ne convoitait pas la diète des autres pays. On ne la trouvait pas supérieure à la nôtre. This November 21st through the 23rd, join the MRJB Family and Friends Ministry for a celebration of the first independent Black Republic. It's Haiti Unbound, third annual international weekend celebration of the historical Battle of Fetier. Starting Friday, November 21st, is the consecration prayer service at the St. Peter's and St. Paul Catholic Church. Service begins at 6 p.m. And Saturday, November 22nd, is the official gala and award celebration as we honor some of the influential figures at the Georgia Tech Hotel and Conference Center from 6 p.m. to 12 midnight. Roundtable guests to include special keynote speakers and historians, U.S. Congress 20 candidate Dr. Rod Joseph and Dr. Jean Fils-Aimé. Four-course dinner will be served on Sunday, November 23rd. Join us for the Legacy Roundtable and Partner Appreciation inside of iSpace 2 in Marietta, Georgia. Tickets are available now at eventbrite.com. For more information, call 973-280-3590. This is an event you can't miss. On grandissait dans une Haïti simple, d'une Haïti sécure, où tout était à portée de main. Le soleil, on l'avait tous les jours. Et quand il pleuvait, c'était une fête, c'était une célébration. On se laissait tremper par l'eau de pluie, même si on portait l'uniforme de l'école. Au diable l'uniforme, ce qui comptait, c'était la célébration de cette pluie. Tout pouvait devenir, en un clin d'œil, un jouet. Ah bien sûr, on aimait le foot. Mais si nos parents n'arrivaient pas à nous payer un ballon de football, un ballon en cuir, c'était le Saint Graal, le sésame, mais ça coûtait cher, quoi, 4 ou 5 dollars. Et c'était un luxe pour nos parents. Mais c'est pas grave, on fabriquait nous-mêmes nos ballons. On prenait un bas, une chaussette tenait. Et on y mettait tout ce qu'on trouvait sous la main, des papiers des papiers de journal.
On déchirait des pages de cahiers dont on se servait déjà, et voilà, en un clin d'œil, on avait notre ballon pour nous amuser. Ah, mais les jeunes filles tenaient. Elles s'intéressaient au foot, elles aimaient ceux qui parmi nous excellaient dans ce sport-là, mais elles avaient leurs propres jouets aussi, elles sautaient à la corde et le soir on jouait au cache-cache en chantant toutes sortes de chansons qui nous rendaient si heureux. Nos plaisirs étaient sains. On ne connaissait pas l'alcool, on ne connaissait pas la drogue. On n'avait pas tous ces gadgets dont nos enfants disposent aujourd'hui et dont ils croient ne pas pouvoir se passer. On s'amusait avec tout. On s'amusait avec rien. Et c'est en grandissant, devenu adulte, qu'on réalise, mais ça, c'était le paradis. Ceux qui voyageaient tentaient de nous faire croire qu'il existe quelque chose de plus beau ailleurs, tentaient de nous faire croire qu'il existe quelque chose de plus merveilleux ailleurs, mais ce n'est qu'en grandissant qu'on réalise, mais on vivait dans le centre du monde, on vivait dans une merveille, cet Haïti-là. Et puisque je vous ai dit que l'émission de ce matin serait un collage, je vais vous faire écouter une musique qui illustre, qui condense tout ce que cet Haïti-là représentait pour nous. En l'écoutant, je vais me replonger dans l'ambiance de mes études primaires chez les frères. Vous savez, autrefois, on allait à l'école en 2 temps. Il y avait la séance du matin qui finissait autour de 11h, 11h30. Et quand on rentrait chez nous, on rentrait à pied sous ce soleil pour aller manger notre maïs moulu avec des légumes feuilles. Et sur le chemin qui nous ramenait de l'école jusqu'à chez nous, bien, les gens avaient leur station de radio, leur poste de radio qui diffusait de la musique. Et moi, la chanson que je vais vous faire écouter me plonge dans mon enfance. J'ai un ami pasteur, le docteur Franz Philippe, grand musicien devant l'Éternel, enfin, et dont la fille est une très grande chanteuse. Il m'a envoyé une courte vidéo dans laquelle sa fille, qui vit aux États-Unis et qui n'est pas née en Haïti, a interprété cette musique. Et elle a même gagné un concours. Et en écoutant cette musique, j'ai dit à mon ami, le pasteur Franz, tenez, ça nous rappelle notre enfance à la où cette petite Guinée, quand on revenait de l'école et qu'on entendait chanter Petit corne. Le titre de cette chanson, c'est « Sous le soleil d'Haïti ». Elle chante en créole, bien sûr. Mais je vous invite, tandis que vous allez vous imprégner, bien sûr, des sons et de la musique, je vous invite surtout à prêter attention au texte. Et vous allez voir comment cet Haïti-là, qui n'est pas une Haïti fictive, c'est pas une Haïti inventée par des romanciers, Ticorne, qui n'habitait pas trop loin de chez moi, en grandissant au Cap, chantait l'Haïti qu'elle a connu, l'Haïti que j'ai connu, l'Haïti que vous aussi vous avez connu. Et vous allez voir que ce qui fait le charme d'Haïti, c'est d'abord, ce qui faisait le charme d'Haïti, c'était d'abord ce mode de vie. Et nos frères africains auraient parlé d'Ubuntu, cette solidarité qui s'inscrit même dans notre ADN. Oui, c'est cette solidarité, mais c'est aussi cette simplicité, c'est aussi cette vie si conforme à la nature. On est à l'écoute de la nature, à l'écoute du vent, à l'écoute des plages, à l'écoute du soleil, à l'écoute
ma foi, des astres. À chaque fois que j'écoute cette musique, mes entrailles s'émeuvent. Et je me surprends à me dire, mais quel merveilleux pays c'était. Écoutons cette musique de Ticorne sous le soleil d'Haïti. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux d'être vivant près de vous, bien au chaud, détendu, l'esprit qui est rigolant sous le ciel d'Haïti. Oui, je l'avoue, j'en suis fière, j'en suis folle, Dieu merci, et je chante. Oui, parmi tout pays que me connais sur la terre, seul Haïti original et sans pareil. Paradis sur terre, pays de rêve, yon ciel de paix côté l'argent. Pas dit bonheur côté tout moun, c'est moun tout moun. Levé grand matin, gade tout moun comment y a vivre, zami comment y est, et tout moun est la caille. A nous pas kon qui grand bonheur gen Haïti, l'autre a présent pour yo tirer tout frère yo. Nous n'a pas combien de gagé manioc, n'a joué guitare, frappé tambour, fait cœur content en bas pied bois sans que sauter. Chaque jour qu'on t'y foule, n'a dit bon Dieu nous grand merci, nous gagnons trésor dans la paix paradis. Dans beau pays qui soi-disant civilisé, crime pour chaque jour, c'est pas centaines yo contrôlé. Ambition, l'argent fait que tout le monde perdu bonté, vini sauvage, vive sans pitié, que yo bien du tant pis pour l'autre. Haïti chérie, gardez faut faire dans le cinéma, pas garder gros caille, gros folie. Où c'est l'idéal, maman, hey, où c'est l'idéal, où c'est l'idéal. Cette musique de Ticorne me touche à chaque fois comme si je l'entendais pour la première fois. Mais revenons à quelques-unes de ses paroles. Ticorne nous dit « c'était le paradis dans la paix », car c'était en vérité cela, le paradis dans la paix. Ne fermez pas nos portes, hein? La nuit, non. Les gens pouvaient partir en voyage et laisser leur maison en disant aux voisins de jeter un œil, car on vivait dans le respect de la propriété d'autrui, on vivait dans le respect du bien d'autrui. Donc c'est un trésor dans la paix. Vous savez, lorsque l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié a rendu visite à Haïti sous François Duvalier, en arrivant en Haïti, il a embrassé la terre d'Haïti en disant qu'il venait de toucher le centre du monde, car, ajoutait-il, Haïti, c'est ce trésor des dieux. En Haïti, on a tout, mais littéralement tout. Quelle ne fut ma joie d'entendre un géologue le dire dans une émission de radio à Port-au-Prince, lui qui a passé une bonne partie de sa vie à le nier, là, il a fini par admettre que le sous-sol d'Haïti, le sol d'Haïti, renferme toutes les richesses du monde.
Et Victor Hugo, hein, qui n'est pas un homme ordinaire. Victor Hugo, c'est un grand mystique. Hein. C'est pas seulement un grand romancier, un grand poète, un homme d'État, là, puisqu'il était un parlementaire français. Mais Victor Hugo, c'est aussi un très grand mystique. Et il a dit que Haïti, c'est l'objet de la convoitise de toutes les nations. Et il a raison, hein. Citez-moi une seule grande nation européenne qui n'ait voulu nous ravir Haïti. Parlez-moi de l'Espagne, bien sûr. Parlez-moi de l'Allemagne aussi. Parlez-moi de la France, bien sûr. Parlez-moi des Anglais. Parlez-moi aujourd'hui du Canada. Parlez-moi des États-Unis. Ne serait-ce que notre positionnement dans l'espace, ne serait-ce que la manière dont l'univers nous gâte, cela se comprend que nous soyons l'objet des convoitises de toutes les nations. Et pourtant, au miracle, nous avons vécu la plupart du temps dans la paix dans ce paradis. Dans tout autre pays, il y aurait guerre ethnique, il y aurait conflit avec les voisins pour s'emparer de ce que nous avons là. Pourtant, nous avons passé la plus grande partie de notre histoire. Hein. Ne vous laissez pas berner par cette violence des 4 dernières années. Nous avons passé la plus grande partie de notre histoire dans la paix. Et c'est ce que Ticorne vient de nous chanter. Eh bien, en réfléchissant, en tentant de synthétiser ce qui me rendait fier en grandissant de cet Haïti, c'est aussi le fait que l'Haïtien, c'est quelqu'un qui n'éprouve aucun complexe d'infériorité. Et j'insiste, hein? J'insiste. Il peut y avoir des individus mais qui se sentent inférieurs aux autres, mais nous avons grandi, d'ailleurs notre histoire nous commande de n'avoir aucun complexe d'infériorité devant qui que ce soit. Et en tout cas, ma génération, sûrement la vôtre aussi, a grandi avec ce sens que tout nous revient de droit si nous travaillons fort pour, cette conviction qu'aucun autre peuple ne nous est supérieur puisque nous avons fait ce qu'aucun autre n'a fait. Et si vous voulez une illustration de cela, de l'Haïtien qui est sans complexe d'infériorité, eh bien, l'illustration, nous allons la chercher dans le domaine du sport. Je vais vous ramener à 1974. Ça vous dit quelque chose? Ah, si vous avez plus que 50 ans, bien sûr que ça vous dit quelque chose. Moi, en tout cas, j'avais 5 ans, mais je m'en souviens comme si c'était d'hier, parce que c'est un moment unique dans notre histoire. J'ai dit dans notre histoire, pourtant, je vais vous parler de sport. C'est la première et seule participation d'Haïti au mondial, cette grande messe du football. Haïti venait de remporter d'énormes victoires dans le CONCACAF et nous voilà maintenant dans le mondial. Et nul n'est besoin de vous rappeler que le mondial, c'est, mon Dieu, c'est la messe des grandes équipes. Et quand on dit des grandes équipes, à part quelques exceptions en Amérique comme l'Argentine, le Brésil, eh bien le football, il est d'abord européen à ce moment-là. Et Haïti se trouve justement dans ce groupe qu'on appelait groupe de la mort, où on ne vous laisse aucune chance. Et comme pour nous rendre la chose encore plus difficile, l'Italie, pendant les 2 années qui ont précédé 74, n'avait encaissé aucun but. Le filet de l'Italie était vierge. Et Haïti devait affronter cette équipe-là.
Je vous cite des noms. Philippe Vorbe, un Mano Sanon, un Francillon, un Pierre Bayonne, pour ne citer que ceux-là. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, vivent encore. Et à Montréal, d'ailleurs. Je salue le directeur de CPAM, Jean-Ernest Pierre, qui avait réuni, lors d'une célébration, ces héros de 74 pour les honorer. Hein. Et je vous disais que c'est un moment unique et ce moment-là, c'est quelque chose de cosmique. J'insiste. Hein. C'était comme une façon par l'haïtien de signer qu'il n'éprouve aucun complexe d'infériorité et que l'impossible n'est pas haïtien. Imaginez, l'équipe de football de l'Italie n'avait encaissé aucun but pendant 2 ans. Et le gardien Zoff était perçu comme étant invincible. Et là, été 74, Haïti s'en va au mondial et marque non seulement le premier but, mais c'est le premier pays à avoir percé le filet de l'Italie après 2 ans. Bon, vous dites un but, mais attention, c'est pas juste un but, hein. C'est un moment unique qui typifie, qui illustre le fait que l'haïtien, il est sans complexe et il a pour destin de réaliser ce que personne d'autre n'a réalisé. Il a pour destin de faire en premier ce que les autres feront après. Les Américains se targuent d'une formule qui ne leur appartient pas, la formule du destin manifeste. Eh bien, s'il est un peuple qui entre au monde avec un destin manifeste, c'est bien l'haïtien. Nous créons une langue, nous créons la liberté. La liberté au sens d'égalité pour tous les humains, pas seulement pour tous ceux qui pissent debout, pour ceux qui ont la peau claire, hein, les caucasiens. Destin manifeste, cette formule nous appartient en ce que nous avons battu des armées qui étaient jusque-là réputées invincibles. En tout cas, nous avons vaincu des armées européennes, elles qui n'ont jamais été vaincues par des armées non européennes. Eh bien, c'est ce que 74 représente. Un but. Non, c'est pas juste un but. C'est le fait que Haïti fait ce que personne d'autre n'a fait, ce que personne d'autre n'a cru possible, ce qu'aucun analyste ne pensait réalisable. Haïti a pris au dépourvu toutes les prédictions et les a fait mentir. Je vais vous faire revivre. C'est dommage qu'à la radio, on ne puisse tout saisir parce que on diffuse simultanément à la radio et à la télé. Je m'excuse auprès de mes auditeurs, mais vous pouvez syntoniser la chose sur votre portable. On va revivre ce moment cosmique. À chaque fois qu'Haïti marque l'histoire, elle le fait pour montrer que non, il n'y a pas de peuple supérieur aux autres. À chaque fois qu'Haïti marque l'histoire, elle le fait pour rappeler eh bien, pour l'haïtien, rien n'est impossible. À chaque fois qu'Haïti marque l'histoire, nous le faisons pour montrer que nous sommes uniques. C'est ce que d'ailleurs Anténor Firmin, dans son magistral livre de l'égalité des races, a démontré avec brio d'ailleurs. Nous sommes un peuple unique, nous sommes un peuple singulier. Les Haïtiens ne font jamais ce que d'autres ont fait. Les Haïtiens font toujours mentir les prédictions. Les Haïtiens ne croient pas en l'impossible, ils n'éprouvent aucun complexe d'infériorité. À un Napoléon Bonaparte, Toussaint Louverture disait, écoutez, vous méprisez à cause de la couleur de ma peau, mais qu'est-ce que mon génie a à voir avec la couleur de ma peau? Eh bien, le génie haïtien ne se manifeste pas seulement dans l'art militaire, dans l'art de la guerre, comme l'appelle Sun Tzu, il se manifeste dans le sport.
Bien sûr qu'il y a d'excellents joueurs, qu'il y a d'excellents sportifs sous tous les cieux. Mais Haïti va exceller de manière unique. Revivons ce but. Et je vous dirai ce que ce but représente pour l'histoire de ce pays. Revivons ce moment extraordinaire, ce moment magique, le mot n'est pas trop fort, ce moment cosmique, quand Haïti a fait mentir les prédictions, quand Haïti a percé le filet de l'Italie, filet qui était vierge pendant les 24 précédents mois. À tout à l'heure. Grâce à ses performances lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 1974, la sélection nationale est sortie victorieuse parmi les pays participants à cette compétition qui s'est déroulée au stade Silvio XIV du 29 novembre au 18 décembre 1973. Sous la houlette de son titan Antoine Tassi, l'équipe nationale a émerveillé le monde entier avec sa génération dorée telle que Henri Francillon, Wilner Piquant, Wilner Nazaire, Ernst Jean-Joseph, Pierre Bayonne, Philippe Vaube, Guy Saint-Ville, Jean-Claude Désir, Roger Saint-Ville, Emmanuel Sanon, Claude Barthélémy, Jean-Hubert Austin, Fritz André, Eddie Antoine, Gérard Joseph, Arsène Auguste, Serge Ducos, Serge Racine, Wilfrid Louis, Guy François, Fritz Léandre, Joseph Marion Léandre. Mais saviez-vous qu'au début des années 1970, Haïti était l'une des meilleures équipes de la CONCACAF? Saviez-vous que lors de la Coupe du Monde de 1974, Haïti était le seul pays qui représentait l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes? Saviez-vous que pour son premier match le 15 juin 1974, face à l'Italie, Emmanuel Sanon a scoré et a mis fin au record d'invincibilité de Dinozof après plus de 1142 minutes sans encaisser de but? Saviez-vous qu'Henri Francillon, gardien de l'équipe nationale, a été désigné meilleur gardien du premier tour de cette Coupe du Monde 1974, éclipsant des gardiens comme Dinozof, Sepp Maier, Emerson Leao, malgré ses 14 buts encaissés contre l'Italie, la Pologne et l'Argentine? Saviez-vous qu'en raison de ses bonnes performances, le club allemand de 2e division Munich 1860 l'a embauché à l'époque pour garder son but? Saviez-vous qu'Emmanuel Sanon, après cette Coupe du Monde, avait décroché un contrat en Belgique à Anvers, où il avait été sacré champion en 1979? Saviez-vous qu'en 1994, le journal français France Football a inclus le nom d'Emmanuel Sanon dans une liste des 100 joueurs qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde? Cette liste a été confirmée à nouveau quelques mois avant le Mondial 2018 en Russie. En définitive, Haïti a un passé glorieux dans le football. Profitons-en pour vendre Haïti d'une autre manière et préparons-nous déjà pour la prochaine Coupe du Monde. Je vous ai dit que en 74, j'ai 5 ans, mais je me souviens comme si c'était d'hier de ces cris de joie, de ces cris de réjouissance. C'est tout Haïti qui sortait dans les rues pour célébrer ce but. J'ai une amie qui me disait que ce jour-là, son père, pasteur, prêtre méthodiste, a marqué le but avec Sanon. La famille était assise devant le petit écran et lui, voulant marquer le but de Sanon avant Sanon, il a foutu un coup de pied à l'écran et voilà, adieu écran de télé. J'ai eu le bonheur de rencontrer Mano Sanon 17 ans plus tard. J'étais jeune pasteur alors et il venait en vacances à Montréal avec sa femme, une fille Kernisan. Donc sa belle-sœur fréquentait mon église et j'ai eu le bonheur de lui parler. Pour moi, c'était un moment de révélation. Et je lui ai posé cette question. Mano Sanon, avec quel sentiment êtes-vous monté, êtes-vous entré dans ce stade-ci, quand vous saviez que vous étiez dans le groupe de la mort, comme on l'appelait, vous étiez face à l'Italie, l'une des meilleures équipes,
Vous alliez jouer contre Zoff, un gardien dont le filet était réputé invincible. Et j'oublierai jamais la réponse qu'il m'a donnée à moi personnellement, Mano Sanon. Il m'a dit, regardez, ma mission c'était de marquer des buts. Il a dit, vous savez, comme jeune, j'ai pas vécu la même jeunesse que les autres, car dès mon entrée au monde, je savais que ma mission c'était de marquer des buts, c'était de faire entrer Haïti dans l'histoire. Il m'a dit, pasteur fils aimé, c'est comme ça qu'on m'appelait autrefois, il disait, écoutez, je savais que j'allais marquer un but. Je n'osais pas le dire aux autres car on m'aurait trouvé prétentieux. Mais je savais que c'était un moment historique et que j'allais marquer un but. Aussi avons-nous joué sans complexe aucun. Et quand on a créé l'occasion de marquer ce but, je ne me suis pas précipité de shooter. J'ai pris le temps de dribbler car je savais que j'étais venu au monde pour cela. Mais quelle histoire! Quelle histoire! Et vous avez entendu ce court reportage de cet excellent journaliste sportif qui nous rappelle tous les records que nous avons battus. Nous avions représenté l'Amérique alors en 1974. Nous étions l'une des meilleures, sinon la meilleure équipe en CONCACAF dans les années 70. Donc, si vous pensez qu'Haïti, c'est ce à quoi l'ont réduit les barbecues, les bouts de bas, mais également les politiciens de ces 30 dernières années, détrompez-vous. Haïti, c'est plus que cela. Haïti, c'est le pays d'un destin manifeste et nous l'avons rappelé à chaque fois. On est parti de la question initiale suivante, mais qu'est-ce qui nous rendait fiers quand on grandissait en Haïti? Eh bien, ce qui nous rendait fiers aussi en grandissant en Haïti, c'était l'Haïti politique, je précise. Aimé Césaire a dit qu'Haïti, c'est le pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Et quand on voulait célébrer la race nègre, on avait l'obligation de se rendre en Haïti. Je vous fais un petit cours d'histoire, mais très court aussi. Nous sommes à la fin des années 50. La fin des années 50 est marquée par ce qu'on appelle pompeusement la décolonisation de l'Afrique. Au fait, c'est un terme pompeux et trompeur, car les colonisateurs, je parle de la France, les Belges, les Anglais n'ont jamais, pour ainsi dire, ou les Allemands n'ont jamais, pour ainsi dire, laissé l'Afrique. Ils ont transformé la décolonisation en néocolonisation et aujourd'hui en hypercolonisation. N'empêche, on parle des années 50, des années 60 comme la décennie de la décolonisation. Et donc, on voyait naître de nouveaux États africains, dont le Sénégal. Le Sénégal venait donc d'être déclaré indépendant et son tout premier président, son tout premier homme d'État, Léopold Sédar Senghor, poète, homme de lettres extraordinaire, savait que puisqu'Haïti c'est le pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois, il savait qu'en tant que nègre vertical, il devait se rendre comme en pèlerinage en Haïti. Nous sommes en 78 de mémoire. Ce brillant homme de lettres, ce premier président, premier homme d'État sénégalais a foulé le sol d'Haïti et il s'est rendu dans ma ville natale au Cap. Oh là là, j'étais première, deuxième année du primaire puisque nous sommes en 78 chez les frères et dans son pèlerinage en Haïti, il devait se rendre au Cap haïtien. Car qui dit Cap haïtien, enfin qui dit le Nord, dit Bois Caïman. Ce congrès politico-mystique où tous les nègres présents, où toutes les races, où tous les pays nègres présents à Saint-Domingue devaient s'entendre politiquement et mystiquement pour botter le cul aux armées européennes. Ils savaient qu'ils devaient se rendre dans le Nord pour se recueillir sur la terre de ses ancêtres.
Et là, on parle de la citadelle, on parle de Vertières, on parle de Bois-Caïman. Et sur son pèlerinage, il devait s'arrêter à notre école primaire, les frères de l'instruction chrétienne. Oh là là, c'était la grande affaire, hein? C'était la grande affaire. Nos professeurs nous disaient que nous devions, n'est-ce pas, être tirés à 4 épingles, même dans notre uniforme. Et nous devions nous mettre en rang pour serrer la main à ce grand monsieur, Léopold Sédar Senghor. Et pour moi, c'était un moment de pur bonheur que de me tenir devant lui. Imaginez, j'avais quoi, 7 ans? De me tenir devant lui pour dire « Ah, mais c'est lui Senghor ». Mais mieux, les amis, ce moment fut marqué par le discours de l'un des plus grands orateurs d'alors, le préfet Claude Vixamar. On ne parle pas de ces crétins d'aujourd'hui qui improvisent n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. C'était un moment marquant où le premier chef d'État sénégalais devait se rendre dans le premier État nègre d'Amérique, là où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Et imaginez, enfants, nous sommes dans la cour des frères de l'instruction chrétienne. La nation recevait ce digne fils de l'Afrique qui s'est rendu dans l'extension de l'Afrique en Amérique, je parle d'Haïti. Et là, Claude Vixamar a mis le paquet pour ce discours d'hommage à Léopold Sédar Senghor. Eh bien, l'Haïti politique nous rendait aussi fiers. Bien sûr que nous vivions sous la dictature, mais dictature ou pas, l'Haïti d'alors n'était pas la risée du monde. Cet Haïti-là était respecté de tous. Les Européens eux-mêmes s'y rendaient pour se recueillir, pour voir ce pays qui a fait la différence. Les peuples opprimés s'y rendaient, tel à la Mecque de la liberté, tel à la Mecque de la politique. C'est ce que nous représentions encore. Et là, nous sommes en 1978. Pour vous faire revivre ce moment, je vais vous faire entendre un extrait de ce brillant discours de ce grand tribun Claude Vixamar. Et dans mon Cap natal, on grandissait sous l'érudition ou à l'ombre de l'érudition de si grands orateurs. Je parle d'un François Gaillot à la cathédrale, d'un Mario Valsin à l'église baptiste et d'un Claude Vixamar à la préfecture. Les amis, écoutons cet extrait de ce discours, un grand moment. Et en grandissant, on se disait, ah, si un jour on doit faire de la politique, ce sera avec une telle hauteur, un tel panache, un tel rayonnement. Écoutons cet extrait de ce discours de Claude Vixamar livré lors de la visite de ce premier chef d'État sénégalais dans le contexte de la décolonisation de l'Afrique. Ce grand homme de lettres, ce grand poète, mais ce chantre de la négritude qui fut accueilli en Haïti par le préfet du Cap haïtien, Claude Vixamar. Ah, c'est un moment de grande fierté pour nous. Revivons ce moment, les amis. Messieurs les ambassadeurs, messieurs les consuls, mesdames, messieurs, c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fan des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par les treillis. Car voici, il est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Ainsi, dans le Cantique des Cantiques, Salomon chantait
accompagné de la harpe et de la bonheur ineffable, celui de retrouver, de sentir près de soi un être cher. Et ce sont les mêmes versets du mage de l'Ancien Testament que nous sommes tentés de reprendre, Monsieur le Président, pour saluer votre présence prestigieuse parmi nous, en déliant notre langue, en criant Hosanna, en applaudissant à tout rompre, en accordant nos tambours mystiques, en demandant à Dame Nature de se vêtir de sa robe de feu follet, de se nouer la tête et les hanches d'un madras versicolore. Car l'événement est d'importance. C'est l'une des colonnes vivantes du temple du savoir qui se dresse majestueuse sous nos yeux. C'est l'illustre auteur de Chants d'ombre, d'Ostinoir, d'Éthiopique, de Nocturne qui nous apporte et le chaud baiser de notre mère Africa et la fraîcheur des cimes du Kilimandjaro. C'est l'insigne dispensateur des fines joies de l'esprit et du cœur aux hommes de toutes les races. C'est le thaumaturge qui nous jette à nous, nègres, dans l'intimité des fibres de notre être, un je ne sais quoi de magnétique qui nous fouette le sang. Bref, c'est la célébration sous nos cieux cléments des retrouvailles fraternelles. Et donc, vous voyez que Haïti n'était pas la risée du monde, là. On ne venait pas en Haïti pour nous faire de la charité. This November 21st through the 23rd, join the MRJB Family and Friends Ministry for a celebration of the first independent Black Republic. It's Haiti Unbound, third annual international weekend celebration of the historical Battle of Fetier. Starting Friday, November 21st, is the consecration prayer service at the St. Peter's and St. Paul Catholic Church. Service begins at 6 p.m. And Saturday, November 22nd, is the official gala and award celebration as we honor some of the influential figures at the Georgia Tech Hotel and Conference Center from 6 p.m. to 12 midnight. Roundtable guests to include special keynote speakers and historians, U.S. Congress 20 candidate Dr. Rod Joseph and Dr. Jean Fils-Aimé. Four-course dinner will be served on Sunday, November 23rd. Join us for the Legacy Roundtable and Partner Appreciation inside of iSpace 2 in Marietta, Georgia. Tickets are available now at eventbrite.com. For more information, call 973-280-3590. This is an event you can't miss. Au contraire, Haïti aidait les autres. Haïti était synonyme de rayonnement. Et donc nous sommes dans ce moment où Haïti a marqué l'histoire une fois de plus, février 76. J'ai commis un lapsus tout à l'heure en laissant tomber 78, c'est plutôt 76. Et donc je suis en première année du primaire. Et voilà que, depuis les années 40 d'ailleurs, tous ceux qui s'intéressaient un peu à l'histoire, tous ceux qui s'intéressaient à une certaine idée de libération, à une certaine notion de liberté, devaient se rendre en Haïti, car c'était la Mecque de la liberté, c'était la Mecque de la fierté. L'Haïti qui nous rendait fiers en grandissant, c'est l'Haïti combative. Ah oui, je suis né sous la dictature de François Duvalier, j'ai grandi sous la dictature de Jean-Claude Duvalier, mais on ne s'enlisait pas dans la chose. Les Haïtiens sont connus pour être des combattants. Haïti est connu pour sa combativité. N'allez pas croire que les 29 ans de dictature de Duvalier se déroulaient comme dans un fleuve tranquille. Le peuple se battait toujours contre la répression, contre la dictature, contre la corruption. Et nous étions en ceci, nous, population travaillée par des journalistes qui cultivaient la conscience patriotique chez nous. Ce n'étaient pas les vendeurs de micros d'aujourd'hui. C'est des gens qui, au micro, se sentaient investis d'une responsabilité, celle d'indiquer au peuple le bien et de l'aider à aimer le bien, à détester le mal. Ces gens qui étaient au micro étaient investis d'une responsabilité, celle de combattre au prix du sang la dictature. Et donc c'est cette Haïti-là qui nous rendait fiers, cette Haïti dans laquelle on retrouvait des journalistes dignes de ce nom, c'est-à-dire des influenceurs,
des intellectuels organiques, c'est-à-dire des gens qui prenaient fait et cause pour la population. Et quand le fruit était mûr, à la faveur de ce meurtre de ces 3 jeunes écoliers de la ville des Gonaïves, la population haïtienne a dit basta. Je m'en souviens comme si c'était d'hier. Hein? Moi, en grandissant, j'avais jamais vu une grève d'étudiants. Hein? La dernière grève d'étudiants que le pays avait connue remontait à l'époque de Papadoc. Et donc moi, en grandissant, en finissant mes études primaires et en abordant mes études secondaires, j'avais jamais vu une grève nationale. Et voilà, c'est ce qu'on allait vivre. Nous sommes en décembre 1985. Partout à travers la ville, on voyait des graffitis sur les murs à Bas-du-Vallier. Mon Dieu, on tremblait là. Nous tombions sur des tracts qui nous lançaient des mots d'ordre de ne plus mettre le pied à l'école en janvier 86, hein, c'est-à-dire on est allé en vacances de Noël en décembre 85. Notre conscience de jeunes Haïtiens était travaillée par des journalistes consciencieux, non par des vendeurs de micros, disais-je. Et on savait qu'en décembre 85, on n'allait pas retourner à l'école jusqu'à ce que Jean-Claude Duvalier parte. Voyez-vous? C'est un peuple de sacrifice. Quand vous demandez à des parents haïtiens de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, c'est beaucoup leur demander. Mais là, personne ne se plaignait. On avait une cause noble, faire tomber la dictature. C'est ainsi qu'il y a eu une longue grève d'étudiants de décembre 85 jusqu'en février 86. Hein, normalement, on devrait retourner à l'école en janvier 86. Non, basta. On ne retournait pas à l'école jusqu'à ce que Duvalier soit parti. Et au 7 février 86, nous avons remporté cette victoire. Deuxième indépendance, chantions-nous avec un peu de naïveté, mais cela n'aurait pas été possible, n'était l'engagement des journalistes, n'était l'engagement de ces hommes de micro qui ne vendaient pas leur âme pour un plat de lentilles, qui s'engageaient en sachant qu'ils pouvaient faire de la prison, qu'ils pouvaient être assassinés, ce qui fut le cas pour beaucoup d'entre eux. Et pour leur rendre hommage dans cette émission Collage, qui synthétise ce qui nous rendait fiers en grandissant en Haïti, je vais donc vous faire écouter cette musique de Radio Soleil, là. À chaque fois qu'on entendait cette musique, on savait que là, il y avait une nouvelle, il y avait une analyse, il y avait une parole qui allait ébranler la dictature. Et pour nous, cette musique, c'est comme un hymne à la fin de la dictature, mais c'est aussi un hommage à tous ces grands journalistes. Je ne veux pas les citer tous au risque d'en manquer quelques-uns, et souvent on en manque les meilleurs. Mais revivons ce temps qui nous rendait si fiers. Parce que tous les matins, tous les midis, tous les soirs, on écoutait Radio Soleil ou d'autres stations de radio engagées qui prenaient fait et cause pour le bien, qui prenaient fait et cause pour le peuple, le vrai, contre ceux qui étaient au pouvoir et qui pratiquaient la mort et la répression. Écoutons cette musique et revivons le bon vieux temps, pour ainsi dire. À tout à l'heure. L'aime par ouais soleil là. C'est une belle bagaille qui bon Dieu qu'a bon nous. Une radio soleil qui peut éclairer nous, qui peut dire ça qui bien, qui peut dire ça qui mal,
L'en pas gain la foi, l'en perdit l'espoir. L'en pas ouais soleil là, l'en pas ouais soleil là. Moi pas qu'à lever, pas qu'à camper, pas qu'à marcher, pas qu'à courir, qu'aime pas content, moi pas sa vie. L'aime pas ouais soleil là, l'aime pas ouais soleil là, moi pas qu'à lever, pas qu'à camper, pas qu'à marcher, pas qu'à courir, qu'aime pas content, moi pas sa vie. Coucoque la chanter, moi remets pour soleil. Pour compte qu'ils ont vieille famille, moi yo Cap travaille toute journée en bas au flamme soleil. Pour porter manger, pendant manger la ville. L'aime pas ouais soleil là, l'aime pas ouais soleil là. Moi pas qu'à lever, pas qu'à camper, pas qu'à marcher, pas qu'à courir, qu'aime pas content, moi pas sa vie. L'aime pas ouais soleil là, les amis. L'aime pas ouais soleil là, moi pas qu'à lever, pas qu'à camper, pas qu'à marcher, pas qu'à courir, qu'aime pas content, moi pas sa vie. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. L'aime pas ouais soleil là, l'aime pas ouais soleil là. Moi pas qu'à lever, pas qu'à camper, pas qu'à marcher, pas qu'à courir, qu'aime pas content, moi pas sa vie. L'époque ou bien le moment de la chute de la maison du Valier représentait pour ma génération un moment d'espoir, mais tous les espoirs étaient permis. Je revois encore par la pensée avec quel dévouement, avec quel enthousiasme, dans tous les quartiers, on balayait les rues. La rue était devenue le salon du peuple. Hein. Vous voyez ces déchets, ces immondices qui s'amoncellent dans à peu près toutes les villes d'Haïti, en particulier dans la ville du Cap, ce qui me fait honte en vérité. Eh bien, cela n'a pas toujours été le cas. Haïti était un pays très propre, hein, et cela remonte à l'époque de Toussaint Louverture déjà. Enfin, j'ai cette déformation de l'historien, je fais toujours des liens avec l'histoire. Le gouverneur Toussaint avait prévu dans chaque ville des endroits où l'on devait placer les déchets. Et il prévoyait à chaque semaine ou à chaque 2 semaines un jour de corvée où tous les habitants devaient venir nettoyer, curer le village, la ville et faire brûler les déchets. Et donc on a revécu ce moment-là dans l'époque post-Duvalier, l'époque qui a immédiatement suivi la chute de la maison Duvalier. Les rues étaient propres. On éprouvait beaucoup d'espoir, on recroyait, on croyait à nouveau en l'avenir de notre pays. On savait qu'on avait dans ce pays un avenir.
c'est une période d'accélération socio-économico-politique. Et parlant de politique, c'est l'époque où le peuple haïtien est sorti massivement pour voter cette fameuse constitution de 87. Pour la première fois, vêtu de blanc, on a pris fait et cause pour la démocratie. Démocratie libérale, pour le partage des pouvoirs. C'est l'époque où on savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on ne voulait pas. Le couple Yol et Anti des Roses a mis cette époque-là en musique. Vous avez sûrement déjà entendu à satiété la musique nous voulait, mais c'est ce que cette musique typifie, ce que nous voulions alors. Nous ne voulions plus la dictature, nous voulions un pays où il fait bon vivre pour tous, un pays où chacun allait y mettre du sien pour le développement de cet héritage. Cette musique, ce morceau nouvelé, c'est pas seulement une musique, c'est un moment politique. Dans cette musique, Yol et Anti des Roses ont atteint, à défaut de la perfection, ils ont atteint l'excellence. Et au fait, c'est l'occasion aussi pour nous de rendre hommage à ce couple musicien. Un modèle d'excellence, un modèle de fierté, un modèle de simplicité, un modèle de professionnalisme, un modèle de moralité, mais également un modèle de patriotisme. Donc, en grandissant, c'est aussi ce moment-là qui nous rendait fiers. Nous étions en mesure de combattre la dictature. Nous l'avons fait nous-mêmes. Par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Nous n'avions pas fait appel alors à des armées étrangères pour venir nous libérer des tontons macoutes. Nous l'avons fait à main nue, nous les civils. Car notre conscience patriotique était parvenue à maturité grâce à ces journalistes, mais grâce à ces artistes qui pratiquaient l'excellence et qui mettaient en mots, qui mettaient en vers les désidérata du peuple. Nouvelé de Yol et d'Anti des Roses. Allez, à tout à l'heure. Changer
Cette musique, les amis, c'est un moment, c'est un condensé des aspirations du peuple haïtien. J'aime à dire que les artistes, les vrais, ce sont les prophètes de notre temps. En quelques minutes, ce chanteur et cette chanteuse ont exprimé tout ce que le peuple haïtien a toujours voulu dans son histoire. Tout. En même temps, ils nous ont dit, mais voici la voie à prendre si on veut y parvenir. Cette musique est sortie en 87. Et vous voyez à quel point elle est encore pertinente. Vous voyez à quel point elle nous jette en pleine gueule nos échecs. Mais en même temps, elle nous dit, mais voici ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait dû faire si on ne voulait pas en arriver là. L'Haïti dont nous sommes fiers, c'est aussi une certaine Haïti politique. Hein. Voyez-vous, je semble tellement détonné quand Dieu dit que l'Haïti politique peut nous rendre fiers. Je parle pour moi. Je vais vous conduire à la très courte présidence de Leslie Maniga. Je suis en terminale. Hein? Et donc, nous sommes conditionnés à aimer ce qui est beau, ce qui représente un certain idéal pour nous. Et même si nous avons grandi avec une certaine mentalité voulant que la politique soit laissée aux autres, parce que la politique c'est une affaire sale, mais il restait quand même en nous une certaine contestation de cela, c'est-à-dire il doit y avoir quand même des gens de bien qui pouvaient faire de la politique. Et moi je fus servi par cette image d'un Leslie Maniga et d'un Louis Noisin. Louis Noisin, il est moins connu que Leslie Maniga, puisque il était sénateur du Nord, il était même le président du Sénat haïtien, donc potentiellement président de l'Assemblée nationale. Et j'oublierai jamais cette image, chers amis, elle marque mon esprit. Le premier ministre de l'administration de Leslie Maniga allait présenter son discours d'orientation politique au Parlement haïtien. Et donc, le président du Sénat haïtien, le docteur Louis Noisin, l'a accueilli. Et après cet événement, j'ai vu le docteur Louis Noisin marcher côte à côte avec le président Leslie Maniga. Mais quelle belle image! Le président du pouvoir législatif marchant côte à côte avec le président de la République et je me posais la question en tant que jeune adolescent, mais qu'est-ce qu'il pouvait bien se dire? Ah mais admettons que nous étions à des années-lumière de l'image d'un Joseph Lambert ou d'un Yuri Latortue qui vont négocier de l'argent pour acheter des petits poissons ou bien de l'argent pour si vous voulez, conditionner leur vote. Non. Nous avions là deux hommes d'État. Un homme d'État à la personne de Louis Noisin, un autre homme d'État à la personne de Leslie Maniga. Écoutez, vous pouvez tout reprocher à Leslie Maniga. Nous avons tous des défauts, mais on ne peut pas lui reprocher son manque de patriotisme. Pour moi, ces deux messieurs typifient ce que c'est que de se sacrifier pour la patrie. Je n'ai pas besoin de vous dire que Leslie Maniga a renoncé à des postes avantageux en terre étrangère, en Europe, en Amérique latine, où il a enseigné, même aux États-Unis. C'est quand même quelqu'un qui a enseigné à Hopkins. Le docteur Louis Noisin, qui était le président du Sénat haïtien, a renoncé à des postes de doyen aux États-Unis. D'ailleurs, lorsqu'il est revenu aux États-Unis, après son passage en politique, rapidement, une université en Floride l'a recruté comme doyen. Voilà, me disais-je,
l'exemple de fils d'Haïti qui renoncent à des postes en terre étrangère pour venir servir. Je n'ai pas dit pour venir se servir. Je n'ai pas dit pour venir regarnir leur compte. C'est des gens qui ont renoncé à des avantages pécuniaires en terre étrangère, à des avantages sociaux de toutes sortes pour venir servir le pays. Parce qu'ils disaient c'était la patrie. Je dis, en grandissant, moi, comme quinquagénaire, il y avait des moments de fierté politique. Sous Maniga, en tout cas, on avait un certain protocole. Sous Maniga, on avait un certain sens du professionnalisme dans la gestion de l'État. Et j'ai à la mémoire, d'ailleurs, je vais vous faire revivre cela, ces nombreuses conférences de presse du président Maniga au Palais National, où la presse du monde entier se bousculait au portillon pour entendre cet érudit. Et quand le président Leslie Maniga présentait une conférence de presse, c'était une tempête d'érudition, c'était une tempête de la pensée, c'était une tempête de géopolitique, d'analyse, de politique nationale et internationale, c'était de la politique de haute voltige, comme on dit, c'était de la high politics. Loin de ces nains d'aujourd'hui qui ne savent même pas pourquoi ils sont là et qui se demandent comment ils sont parvenus jusque-là. Il y a eu des moments de fierté politique en Haïti, car on a déjà eu des gens très compétents à la tête du pays, même s'ils n'ont duré que le temps d'une fleur, car comme on le sait, le très capable Leslie Maniga a été renversé par le général Ivrogne, le général Soulard, Henri Nafi. Vivons ce petit moment de grande fierté où le président Leslie Maniga répondait à brûle-pourpoint aux questions des journalistes du monde entier, à des questions plutôt brûlantes d'actualité tant nationale qu'internationale. Il le faisait avec authenticité, il le faisait avec compétence surtout et professionnalisme. On y va. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue une fois de plus dans cette maison pour la continuation du dialogue avec la presse et à travers la presse avec l'opinion publique nationale et internationale, puisque je vois ici quelques représentants de la presse étrangère. Je voudrais cette fois-ci, dans mon introduction, être bref. Loisir de poser des questions, car j'imagine que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, beaucoup de questions probablement seront adressées au président de la République sur l'évolution générale des choses, particulièrement dans cette perspective des 3 mois que nous avons bouclés, contrairement aux espérances et illusions de certains. Ensuite, parce que, bien sûr, la dernière fois, je me suis laissé aller au point de donner à la conférence de presse une durée de 2 heures, ce qui est bien sûr inaccoutumé, anormal. Donc, comme la conférence sera d'une durée plus brève, mon introduction sera également plus brève. Ce que j'ai à dire est simple, c'est que, après 3 mois au pouvoir, nous sommes dans une situation qui me paraît aujourd'hui en voie de clarification. En ce sens que d'un côté, on voit bien, et j'espère qu'on voit mieux, pour ceux qui étaient de bonne foi, quelles sont les lignes générales de l'action gouvernementale, comment le gouvernement se définit, et surtout, je dirais, quelles sont les directions dans lesquelles le gouvernement s'engage résolument pour la solution des problèmes fondamentaux.
Je crois que ceci est un point capital. À savoir, le gouvernement a pris en main la direction des affaires de l'État pour donner une orientation à la chose publique et une orientation au développement économique de ce pays. Non seulement dans les nouveautés de l'organisation ministérielle et des structures administratives, mais aussi dans les idées majeures, les idées forces exprimées par le gouvernement et par moi-même. Hier encore, à la OCAE, je les reprenais. Il y a donc là, très nettement, désormais, une vision possible du profil du gouvernement, de sa volonté d'action, de l'orientation qu'il donne à son travail et de la direction que le pays doit prendre avec nous, conformément à nos promesses et à nos engagements, conformément à notre programme de gouvernement, changer la vie. Qui veut nous définir et nous comprendre doit lire et relire, changer la vie. Récapitulons. Vous voyez, Haïti, c'est une terre de fierté, c'est une terre unique. Bon, c'est vrai qu'on a foiré, on a merdé pendant les 30 dernières années, là. This November 21st through the 23rd, join the MRJB Family and Friends Ministry for a celebration of the first independent Black Republic. It's Haiti Unbound, third annual international weekend celebration of the historical Battle of Béziers. Starting Friday, November 21st, is the consecration prayer service at the St. Peter's and St. Paul Catholic Church. Service begins at 6 p.m. And Saturday, November 22nd, is the official gala and award celebration as we honor some of the influential figures at the Georgia Tech Hotel and Conference Center from 6 p.m. to 12 midnight. Roundtable guests to include special keynote speakers and historians, U.S. Congress 20 candidate Dr. Rod Joseph and Dr. Jean Fils-Aimé. Four-course dinner will be served on Sunday, November 23rd. Join us for the Legacy Roundtable and Partner Appreciation inside of iSpace 2 in Marietta, Georgia. Tickets are available now at eventbrite.com. For more information, call 973-280-3590. This is an event you can't miss. Et nos échecs se sont accélérés pendant les 4 dernières années, mais essentiellement pour deux raisons. D'abord parce que ceux qui nous ont dirigés sont des usurpateurs de titres. Ils n'ont aucune compétence pour être là où ils se sont retrouvés. Aucune. Ils n'ont aucun patriotisme pour diriger ce pays et ils n'ont aucune intégrité. C'est essentiellement cela. Et puisqu'ils ne sont pas mus par le patriotisme, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas d'intégrité pour gérer ce pays, eh bien les hommes d'affaires qui sont toujours, n'est-ce pas, à l'affût d'opportunités, et donc c'est la deuxième raison de nos échecs, en ont profité pour faire de ce pays leur patrimoine. Au fait, la raison principale de nos échecs en tant que nation, c'est la gestion patrimoniale de ce pays. Nous nous sommes retrouvés avec des gens sans compétences, sans patriotisme et sans intégrité, sans moralité publique. Donc, ils ont confondu leur cassette avec la cassette de la nation, leur compte avec les comptes de la nation. Ils ne sont animés d'aucun sentiment de patriotisme et en plus, ils n'ont pas de compétences, que voulez-vous. Donc, alors là, ils ont improvisé. Ils nous ont fait un pays à leur taille. Si vous combinez leur incompétence, leur manque de patriotisme, leur manque de moralité publique à l'avarice des gens d'affaires, alors là, vous avez la recette parfaite pour l'Haïti d'aujourd'hui. Des gens d'affaires qui se disent, écoutez, désormais, Haïti sera pour nous une vache à lait. Nous allons la privatiser, cette nation-là. Nous allons mettre des armes aux mains des jeunes pour qu'ils travaillent pour nous, de manière à protéger nos monopoles, de manière à protéger nos franchises. Et nous allons soudoyer les politiciens véreux pour qu'ils votent des lois en notre faveur, pour qu'ils ferment les yeux sur nos corruptions. Et ça a donné l'Haïti d'aujourd'hui. Alors, vous pensez que le défi de l'insécurité
ne peut pas être résolu comme ça, je vous le dis. Regardez, si on reprend la dernière résolution des Nations Unies, la dernière résolution des Nations Unies nous annonce l'arrivée de 5200 hommes. Vous notez qu'on ne parle pas de 5200 soldats. Pour quelle raison? Parce que lors de ces missions de l'ONU, il y a toujours quelque chose comme 40 ou 45% du personnel qui est un personnel civil. Donc de ces 5000 hommes qu'on nous promet, il faut enlever quelque chose comme 2000 individus qui vont être des civils. Donc il nous reste quoi? 3000 soldats pour combattre l'insécurité. Et vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas 3000 soldats haïtiens, qu'il n'y a pas 3000 vétérans haïtiens. Vous savez, j'ai vérifié les données du département d'État. Vous savez qu'en ce moment en Haïti, il y a quelque chose comme 4000 vétérans haïtiens de l'armée américaine qui sont en Haïti. Ils sont retraités des forces armées américaines et ils sont retournés en Haïti, 4000. Vous ajoutez à ces 4000, 2000 autres, n'est-ce pas, qui sont en République dominicaine, des retraités haïtiens de l'armée américaine. Et vous êtes en train de me dire que si ces gens qui sont au pouvoir étaient animés d'un minimum de patriotisme, s'ils avaient un minimum de vision, ils n'auraient pas lancé, si vous voulez, un appel pour recruter ces vétérans-là qui aiment Haïti de toute leur âme, qui sont prêts à s'engager. J'ai assisté dernièrement à une rencontre avec quelques vétérans haïtiens qui sont sensibilisés à la chose. Et voici ce qu'ils ont dit. Avec 2000 soldats, nous pouvons régler, nous pouvons soulever le défi de la sécurité en un mois. Et en 4 à 6 semaines, nous sommes en mesure de former 50 000 jeunes qui seront de grands tireurs, des tireurs d'élite. Et à long terme, nous sommes en mesure de mettre sur pied, de former une véritable armée pour protéger notre espace maritime, notre espace aérien et notre territoire. Chers amis, les ressources sont là. Ce qu'il nous manque, c'est la volonté politique. Il est plus rentable pour ces guignols qui sont au pouvoir d'aller quémander l'aumône sur la tribune des Nations Unies, d'aller quémander l'aumône devant le Conseil de sécurité, aidez-nous, envoyez-nous 5000 hommes, car nous n'avons aucun Haïtien qui puisse nous régler ce problème. Vraiment? Le titre de l'émission, pour le pays, pour la patrie. Le titre de l'émission, pour le pays, pour les ancêtres. Si on pensait pays, si on pensait patrie, si on pensait au sacrifice qu'ont consenti nos ancêtres, nous serions en mesure de lever une armée de plus de 4000 vétérans, le temps de le dire, qui ont déjà l'entraînement, qui ont la motivation et qui régleraient ce problème d'insécurité. Vous me parlez d'argent, voyons, vous n'êtes pas sérieux. Haïti perçoit $1,50 sur chaque transfert d'argent qui se fait depuis la diaspora. Dites-moi, avez-vous entendu quelques rapports que ce soit sur ces fonds qui sont censés être désignés pour l'enseignement? Est-ce que Nesmi Maniga, l'ancien ministre de l'Éducation, a jamais donné quelques rapports sur cela? Est-ce que Antoine Augustin, le ministre de l'Éducation actuel, a présenté quelques rapports que ce soit? Où va cet argent? Avons-nous besoin de 30 millions, de 85 millions pour acheter des armes qui seraient recommandées par ces vétérans et qui sont prêts à régler le problème en 30 jours? Je vous ai dit, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai assisté à une rencontre sur la sécurité tenue par des vétérans haïtiens en un mois. Mais ils ne peuvent pas y arriver comme ça, ils ne peuvent pas débarquer comme cela. Autrement, ce serait une invasion de territoire, cela relèverait du terrorisme. Il nous faut des gens qui sont au pouvoir, qui les invitent à le faire. Et en un clin d'œil, cette violence qui nous a pris par surprise, cette violence qui ne s'inscrit pas dans notre ADN, cette violence qui ne fait pas partie de notre culture de peuple, de notre mode de vie. En un clin d'œil,
ce problème serait réglé. Tout ce qu'il nous manque, c'est ce patriotisme. Tout ce qu'il nous manque, c'est cette vision christophienne. Tout ce qu'il nous manque, c'est cette verticalité. Que l'on pense au-delà de ses propres intérêts personnels, que l'on pense patrie, que l'on pense pays. Ce défi de l'insécurité peut être résolu si l'on le veut vraiment. J'espère que cette émission, ce collage, comme j'aime à l'appeler, vous aura été utile. Vous découvrirez donc qu'il y a de quoi être fier de ce pays. Nous ne devons pas nous laisser enfermer dans ces 4 dernières années. Ce n'est qu'un épisode, un très mauvais épisode. Travaillons à l'émergence de nouveaux leaderships. Travaillons à l'émergence de nouveaux hommes et de femmes d'État qui vont penser pour le pays, pour la patrie, pour le peuple et pour les ancêtres. Et nous réaliserons que cet épisode de barbecue, de bout de bas, de machin et de que sais-je encore, n'aura été qu'un bref épisode. Car ce pays ne peut pas mourir. Ce peuple ne disparaîtra pas. Car nous avons comme destin manifeste de faire ce que personne n'a fait. Nous avons comme destin manifeste de faire mentir les analyses, de faire mentir les prophéties, les prévisions. Nous sommes Haïti. Et pour Haïti, rien n'est impossible. J'espère vous avoir été utile. On garde le moral. Car tant que va le moral, tout va. Au revoir. Je vous laisse avec la même musique avec laquelle nous avons commencé, Sous le ciel d'Haïti, chanté par Ticorne. Bonne semaine les amis, et partagez cette émission, je vous le demande pour une fois. Au revoir. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux d'être vivant près de vous, bien au chaud, détendu, l'esprit qui est rigolant sous le ciel d'Haïti. Oui, je l'avoue, j'en suis fière, j'en suis folle, Dieu merci, et je chante. Oui, parmi tout pays que me connaît sur la terre, seul Haïti original et sans pareil. Paradis sur terre, pays de rêve, yon ciel de paix côté l'argent. Parti bonheur côté tout monde, c'est moun tout monde. Levé grand matin, gade tout monde comment y a vivre. Zami, comment y est, et tout monde est la caille. A nous pas qu'on qui grand bonheur gain Haïti. L'autre a fait pour yo tirer tout frère yo. Nous n'a fait combien de gagé manioc. N'a joué guitare, frappé tambour. Fait cœur content, en bas pied bois sans cœur sauter. Chaque jour, quand il foule, n'a dit bon Dieu, nous grand merci. Nous gagnons trésor dans la paix, paradis. Dans beau pays qui soi-disant civilisé, crime pour chaque jour, c'est pas centaines yo contrôlé. Ambition, l'argent fait que tout le monde perdu bonté, vini sauvage. Vive sans pitié que yo bien du tant pis pour l'autre. Haïti chérie, gade faut faire dans cinéma. Pas gade gros caille, gros folie.